Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse et FAQ, on va faire une petite analyse, hein. Vraiment on va analyser les 3 buts qu'on s'est pris. Et puis après derrière la FAQ, comme d'habitude, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence tout de suite avec l'analyse. Donc j'ai sélectionné 3 séquences, les 3 buts du Celta. On va rester sur le côté un petit peu négatif puisqu'on a gagné, donc tant mieux. On va revoir un petit peu pourquoi on a encaissé des buts, pourquoi on a été un petit peu fébrile aussi. Donc le premier but, l'égalisation du Celta, arrive quand même assez rapidement dans le match, hein. On joue la 15e minute. Le Barça qui avait déjà marqué un beau but grâce à Ferran Torres, qui était allé faire le but un petit peu tout seul, hein. Une belle passe d'Inigo qui casse les lignes, puis après Ferran qui attaque, qui n'est pas attaqué vraiment, personne n'a peur de lui, et puis voilà, il te mord comme un requin. Mais si ça avait été Lamine Yamal, tu vois, les joueurs auraient été peut-être plus agressifs. Là ils l'ont laissé un petit peu avancer, ils n'auraient pas dû. Donc l'égalisation du Celta arrive après un long dégagement de Cubarsí. On voit ici donc les attaquants, hein, Ferran, Lewandowski, Fermin et Rafinha. On voit que le bloc est un peu coupé en deux. Ici on voit pas les milieux, hein. Il y a vraiment que les joueurs offensifs vraiment, et les joueurs un peu plus défensifs, disons, sont un peu plus bas. Donc le bloc du Celta aussi est coupé en deux. On va voir, Marcos Alonso va mettre le ballon au sol pour poser le jeu et pouvoir faire une belle passe après, plutôt que d'être en galère. On voit que le pressing de Robert, il n'est pas forcément très agressif aussi. C'est un constat, hein, c'est pas une critique, c'est pas de la faute de Robert si le Celta marque, mais c'est juste, voilà, je tiens quand même un petit peu à le préciser. On voit qu'il trottine un petit peu derrière, mais il n'y a pas d'agressivité. C'est Marcos Alonso qui a le ballon ici, hein. C'est pas Léo Messi. Je veux dire, en termes de vivacité et d'accélération, on n'est pas sur, une machine de guerre, on est sur Marcos Alonso quand même. Un joueur qui est quand même assez lent à démarrer, tout ça. Donc le pressing de Lewandowski qui est pas forcément très agressif. On voit que Pedri arrive sur lui, on voit que la défense remonte aussi, la ligne de la défense qui monte pour mettre les joueurs hors jeu. On voit Marcos Alonso qui est pas forcément qui a toujours de l'espace, hein. Lewandowski qui trottine un petit peu derrière, Pedri qui est assez loin, donc il doit sortir pour aller le presser. On voit l'ailier qui va partir ici en profondeur, qui revient et qui fait son appel un petit peu arrondi comme ça, une course, et qui repart. Il va prendre de vitesse Gérard Martin. Est-ce que c'est étonnant? Pas forcément. Mais surtout, ce qu'on voit pas encore sur le terrain, enfin sur l'écran plutôt ici, c'est Borja Iglesias qui est complètement seul, qui est hors jeu en fait. La belle passe, l'extérieur du pied et tout de Marcos Alonso, il régale. Là, le joueur qu'on a mis hors jeu volontairement de base, eh bien, pour le moment, il est encore hors jeu, mais vu que lui, il va déborder et il va revenir à son niveau ici, Borja Iglesias ne sera plus hors jeu. Donc là, une défense qui remonte pour s'aligner n'est plus efficace, tu vois. Mais ça, à partir du moment où les équipes en face le font bien, savent bien le faire, ça peut être fatal au Barça. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est le cas depuis le début de la saison, et c'est toujours le cas en fin de saison. À partir du moment où les équipes en face jouent bien le coup, à la limite du hors-jeu, débordent, et qu'un joueur comme ça reste volontairement hors-jeu, et hors-jeu passif, on va dire. Parce qu'après, au moment du centre, il n'est plus hors-jeu là. On voit, hein, il est reculé, on voit que le joueur ici est avancé. Le joueur qui attend vraiment de passer devant, Borja Iglesias qui patiente, qui s'écarte peut-être même un peu de Cubarsí. Le centre va être dans la bonne zone, tout ça. Donc on voit que forcément qu'il y a des failles défensives. Surtout que de base, on a quand même 2 joueurs ici. Iglesias et l'ailier, 2 joueurs pour 4 défenseurs. Et au début, il y avait quand même le double pivot aussi de Jong et Pedri. Mais on est en supériorité ici. Et pourtant, on se fait quand même facilement battre. On va dire, la passe, elle est bonne. Avec l'effet, tu vois, à ras de terre, elle n'est pas compliquée pour le joueur à reprendre. Et avec l'effet, je pense que cette passe-là, avec ce petit effet, a trompé Szczesny aussi. Il s'est dit, vu que la balle de base, elle arrive vers là, tu vois, il se dit, je vais l'avoir. Sauf qu'il y a un léger effet. Donc en fait, le gardien ne peut plus l'avoir peut-être. Bref, en tout cas, après, il n'a plus qu'à tirer dans les cages vides. Donc ça, c'est la faille du Barça, la fameuse défensive. C'est, vu qu'on s'aligne très haut, si les joueurs arrivent à partir dans notre dos sur les ailes, et après finir dans l'axe par un centre, c'est ce qu'ont essayé de faire beaucoup d'équipes cette saison. La seule différence avec maintenant et le début de saison, c'est qu'en Bologne, actuellement, il n'y a pas Baldé. Donc la vitesse de Gérard Martin n'a pas permis de le rattraper. Peut-être que Baldé aurait eu le temps de revenir et de contrer le centre, par exemple. C'est une possibilité. Et la différence aussi, c'est qu'il y a moins cette fraîcheur physique. Peut-être qu'avec un peu plus de fraîcheur, c'est des détails, je te dis ça, j'en sais rien, mais peut-être que les défenseurs centraux auraient réussi à intercepter la passe, tu vois, peut-être.
j'en sais rien. Mais en tout cas, les attaques adverses n'ont pas changé. Notre point faible du début de saison était celui-là. Ça l'est toujours en fin de saison. Rien n'a changé. Deuxième but du Celta, donc là, c'est un dégagement. C'est souvent arrivé sur des jeux très longs, hein, au final. Le premier but, c'est quand même un jeu long, on va dire. Là... Bon là c'est un peu plus une erreur individuelle de la part de Jong. Il y a eu peut-être mésentente, peut-être que De Jong a été gêné, on va dire. Je suis pas en train de lui trouver des excuses, loin de là, mais par le retour d'Inigo, on va voir que, je sais pas, c'est bizarre comment De Jong intercepte. On dirait qu'il a peur du ballon, c'est bizarre. On démarre cette action, on se dit il y a zéro danger, tu vois. Dégagement, on vient presser le défenseur, il dégage le ballon très loin, on se dit ben voilà, il nous rend le ballon. Et pourtant non, bon là on voit que De Jong est dans notre propre moitié de terrain, voilà. Pour expliquer un petit peu pourquoi De Jong est aussi le dernier défenseur ici, c'est comme ça tout le temps. Ce n'est pas nouveau ça. Que ce soit Casado, que ce soit qui vous voulez à ce poste-là, depuis le début de la saison, on défend comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est Gérard Martin, là, qui vient presser l'ailier. On voit ici Inigo, enfin Gérard Martin normalement, enfin quand on joue contre des défenses à 4, là c'était une défense à 5. Quand on joue contre des défenses à 4, notre latéral vient presser le latéral adverse. On voit ici Koundé qui est très haut aussi. Si jamais on va toucher bon là c'était des pistons mais bon, disons le joueur qui est au poste de latéral, et bien Koundé, notre latéral, monte sur le latéral adverse. Gérard Martin ici monte sur le latéral adverse. Donc qui prend l'ailier, c'est notre défenseur central. Donc là, de ce côté-là, c'est Inigo. De l'autre côté, le Koubarsi va prendre l'ailier. On va appeler ça des ailiers, même s'ils ne sont pas totalement sur l'aile, mais vous m'avez compris. Donc pourquoi De Jong reste en défense ici dans l'axe? C'est parce que le pivot, notre pivot, donc, défend ici, vient s'intégrer à la défense centrale parce que justement les défenseurs centraux, selon le côté où l'adversaire joue, bah, il est obligé de sortir sur l'ailier, donc généralement sur le côté. C'est pour ça qu'il faut au moins 2 défenseurs centraux, donc le pivot, Frenkie, plus là, Koubarsi. Donc ça, c'est une manière de presser habituelle du Barça. C'est assez intéressant de voir ça parce que l'Inter, il joue en 3-5-2 et là, c'était plus ou moins, c'était pas vraiment un 3-5-2, mais c'était plus ou moins, c'était une défense à 3 avec des pistons, quoi. Donc ça peut nous faire penser à ça. Donc c'est intéressant de voir, pour l'Inter déjà, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'ils vont se dire comment battre le Barça. Il y a des exemples assez concrets ici. Mais dans notre manière de presser, nous aussi, c'est pareil. On prend des risques ici, on voit qu'on peut se faire percer en une seule passe, en un dégagement dégueulasse. Borja Iglesias, il arrive devant le gardien quand même. C'est dur. C'est dur. Donc l'incompréhension, elle est ici. Tu vois, le ballon, là, Inigo, il doit laisser... Il y a mauvaise communication peut-être des deux. Je pense que De Jong, s'il avait été tout seul, il n'aurait pas loupé le ballon, concrètement. C'est De Jong, c'est pas non plus le joueur le plus éclaté techniquement. Hein, je veux dire, normalement, il sait tirer dans un ballon, contrôler un ballon. Donc là, il y a eu mésentente entre les deux joueurs. Inigo, qui peut-être regardait trop le ballon, n'a pas vu qu'il y avait De Jong. De Jong ne lui a peut-être pas parlé non plus, je sais pas. Mais en tout cas, mauvaise compréhension. Et là, De Jong, je sais pas ce qu'il fait, il fait un petit saut et le ballon passe. Puis forcément, le joueur il est tout seul. De base, il est pas hors jeu parce qu'il est couvert par De Jong. Et puis voilà, il va se retrouver face au goal. Ici, Koubarsi n'a pas le temps de revenir. Peut-être que Koubarsi aurait dû tenter un tacle un peu. Il se couche, tu vois, à la limite. Comme ça, il empêche un tir potentiel à ras de terre, tu vois. Parce que c'est plus dur pour un gardien d'aller chercher un ballon à ras de terre fort qu'un ballon un peu en l'air au niveau des bras, tu vois. Peut-être que Koubarsi aurait dû peut-être tacler là, tu vois, empêcher le tir croisé. Mais bon, tout ça c'est des détails, mais bon voilà. Ça fait but et ça fait 2-1 pour le Celta. Troisième but du Celta donc, triplé pour Borja Iglesias qui, tel un phénix, renaît de ses cendres. Je pense que le Barça est spécialiste. Je pense que le Barça est spécialiste pour donner des carrières à certains joueurs. Triplé il y a pas mal de triplés en ce moment. Il y a eu un triplé de Pavlidis, je crois, de Benfica, triplé de Girassi, triplé de Iglesias. Ce match-là, donc moi j'ai une petite idée pour Ansu Fati. Je vous laisse deviner. Mais pourquoi pas faire jouer Ansu Fati face au Barça, qui marque un triplé. Peut-être c'est la seule manière peut-être de relancer la carrière d'Ansu Fati, c'est qu'il joue contre le Barça. Pardon, excusez-moi. Alors, bon, le but part d'une mésentente. Il y a un 1-2 entre Lamine et Dani Olmo. Lamine qui fait la passe à Olmo et après il fait un appel là. On a l'impression qu'il va courir dans cette zone, sauf qu'il s'arrête, je pense. Et Olmo lui donne en fait en pensant qu'il y va. Donc encore une fois, peut-être incompréhension, tu vois. Dani Olmo, il est là à dire mais pourquoi tu y vas pas, tu vois. Bref. Incompréhension entre les deux, mais bon, ça peut arriver, c'est un détail. Mais là, encore une fois, on est sur un peu le même but qu'avant. Un grand dégagement dégueulasse, plein axe, qui va arriver tout droit sur le joueur. Ici, on voit De Jong qui est très avancé, c'est normal.
Pour le coup, il n'est pas en défense sur l'attaquant parce que il vient quand on presse, quand les autres font un 6 mètres et qu'il y a sortie de balle courte, on presse comme ça. Mais là, c'est pas une phase de pressing sur un 6 mètres adverse, c'est une attaque qu'on a eue. Donc là, Inigo et De Jong et Cubarsí sont très hauts. Et là, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment le joueur... Il y a un attaquant, comment tu peux être à 2-3 mètres devant lui? De Jong là, ouais, il peut être étonné parce que c'est pas à De Jong d'y être là. De Jong il écarte les bras, qu'est-ce que vous faites les gars? Bah, il a raison pour le coup. Comment tu peux laisser un attaquant seul? Parce que oui, s'il y a un grand dégagement, l'attaquant, même c'est l'attaquant, un des attaquants les plus lents de la Terre, de l'histoire du football, j'en sais rien, j'abuse un peu, mais vous connaissez. Mais tu peux pas lui laisser des mètres comme ça. Il part tout seul. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire de voir ça. Alors certes, on peut jouer offensivement, on peut jouer... on voit tout le bloc du Barça est très haut sur le terrain, même les défenseurs, mais tu peux pas, sur un long ballon comme ça, un dégagement adverse, ça peut pas se transformer en but. Le gars se retrouve seul face au gardien. Donc Chesney, il est bien mignon, mais il peut pas. C'est compliqué de faire des arrêts quand même. T'arrives face... En plus, il joue bien le coup, il fait une petite balle piquée, voilà. Mais encore une fois, c'est des erreurs. Pour moi, ça, c'est des erreurs... c'est pas des erreurs tactiques en soi. La tactique fait qu'elle est risquée, certes. Il y a un pressing, comme je l'ai déjà dit, les latéraux qui vont presser les latéraux adverses, les défenseurs qui suivent les ailiers, ça découvre vachement l'axe. Mais c'est comme ça, on joue comme ça depuis le début de la saison, c'est notre manière de presser, c'est ce qui a fait aussi que le Barça est très fort dans le pressing. C'est amélioré là-dedans, c'est grâce à ça. Donc en fait, ce n'est pas nouveau, si le Barça va subir et va prendre des attaques sur les ailes et ça va être dangereux pour nous, ça c'est pas nouveau, ça l'était en début de saison aussi. Ce n'est pas nouveau si dans le pressing on joue de manière risquée et on laisse des espaces dans l'axe. Ça laisse De Jong devoir défendre. Au début de la saison, c'était Casado qui devait défendre sur généralement des attaquants assez costauds et c'était pas son point fort. S'il devait jouer des ballons, des duels aériens sur des attaquants qui font 2 têtes de plus que lui, c'est pas son point fort aussi, mais c'était comme ça. C'était comme ça et pas autrement. Et pourtant, on a fait une belle saison, on a fait des bons matchs, tout ça. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Maintenant, là, il y a problème individuel. Le but d'avant, c'est clairement faute de Jong qui laisse passer le ballon, même si Inigo doit être là. S'il faut qu'il shoot Inigo avec, il faut shooter Inigo avec. Il n'y a pas de attention, non, il n'y a pas à faire son précieux. Il faut être un peu plus agressif, comme il l'a été sur les derniers matchs de Jong. Et là, c'est un problème des défenseurs centraux. Cubarsí peut-être était plus proche, j'en sais rien, mais en tout cas, les deux défenseurs centraux ne prêtent pas du tout attention à l'attaquant. Et il part tout seul, mais ça, c'est lunaire, c'est pas normal. Certes, tu dois jouer de manière offensive, tu as un bloc haut, mais les gars, à partir du moment où tu es derrière la ligne, il n'y a pas de hors-jeu, tu vois. Tu peux pas être à 10 mètres de la ligne, tu vois, et que l'attaquant adverse il soit au rond central et il part tout seul, il est jamais hors-jeu, il est pas hors-jeu s'il est dans sa moitié de terrain. Donc ça, c'est un problème, je sais pas, de manque de lucidité là, défensive quoi, parce que tu peux pas faire ça. C'est impossible. On passe maintenant à la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit sur Discord ou sur Instagram. Si vous voulez rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo, vous le savez très bien. Mais bon, bref. Donc on commence tout de suite avec Imad qui dit Hector Ford doit être titulaire contre Mallorca arrière gauche et puis Koundé des fois est trop nonchalant, ça m'énerve. Je sais pas si c'est une question de nonchalance avec Koundé. C'est peut-être une question de fatigue. Après, c'est un joueur qui peut paraître un petit peu nonchalant, oui. Il y a un petit peu de ça peut-être. C'est pas un joueur très dynamique, très explosif, tu vois, très réactif. Mais bon, après c'est son style de jeu, c'est comme ça. En début de saison, ça posait pas forcément de problème. Maintenant, avec la fatigue qui arrive, peut-être que son côté nonchalant il ressort un peu plus, mais je sais pas trop. Après, concernant Hector Ford, je suis d'accord, il doit avoir un peu de temps de jeu. On l'a vu énervé un petit peu après le match. Il y a eu quelques scènes comme ça, Ansu Fati c'est grave énervé aussi, qui a mis des coups de pied dans des trucs et tout. Et ça a parlé aussi d'Hector Ford qui apparemment faisait un petit peu la tronche. Hansi Flick a essayé de lui parler, tout ça. Je sais pas où est-ce que ça va aller, tout ça, toute cette histoire, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, il y a certains joueurs qui ne jouent quasiment pas. Et peut-être qu'il y a la frustration qui s'installe, c'est normal. Quand t'es joueur de foot, t'as envie de jouer et si tu joues pas une seule minute, bah oui, tu dois être énervé, j'imagine. On serait tous dans cette situation-là. Maintenant, Hector Ford, il a montré qu'il pouvait avoir du temps de jeu. On en a déjà parlé. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur Hector Ford. Même dans le live d'avant-match hier, ça parlait beaucoup d'Hector Ford. Je sais pas quoi vous dire. C'est un bon joueur de foot. Il a montré la semaine dernière quand il a dépanné, qu'il a joué, il a fait des bons matchs. En plus, c'était dans des matchs quand même contre l'Atlético Madrid, contre Bilbao aussi, je crois. Il était rentré. Donc des grosses affiches, des matchs pas faciles à jouer, à haute intensité, on va dire, contre des bonnes équipes. Et il a bien joué. Donc pourquoi il n'a pas du tout de temps de jeu, je sais pas trop. De toute façon, il y a des questions sur les latéraux
que je me pose. En début de saison, on se posait la question pourquoi, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu Alex Vaillé, qui l'ont déjà vu jouer auparavant, on se pose la question pourquoi Alex Vaillé est parti et pas Gérard Martin, Gérard Martin c'est quand même pas le même, j'ai pas envie de tomber sur Gérard, hein, gratos, mais c'est pas le même footballeur. Hein. Alex Vaillé beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profil de Barça, donc c'était assez étonnant, et peut-être des raisons contractuelles derrière ça, je sais pas, en termes de temps de jeu aussi, peut-être qu'Alex Vaillé voulait être titulaire, mais ouais, après Hector Ford c'est pareil, il mérite un petit peu de temps de jeu à droite, mais quand on l'a vu évoluer à gauche, bah il était meilleur que Gérard Martin quand même, donc oui, il y a une question qui peut se poser, maintenant moi perso j'ai pas la réponse. Ensuite question de Djibril qui dit salut tonton, la blessure de Lewandowski fait qu'il sera absent 3-4 semaines et avec les matchs importants qui arrivent, t'es confiant avec Ferran en pointe? Est-ce que je suis confiant avec Ferran en pointe? Je ne sais pas, je pense qu'il peut faire le taf, hein. Après est-ce que j'ai 100% confiance? Je suis là, ouais c'est bon, tranquille les gars on va gagner. Bon, c'est une sacrée absence quand même, c'est quand même un joueur, c'est le meilleur buteur de l'équipe Lewandowski, malgré tout ce qu'on peut en penser et de son niveau actuel tout ça et de ce qu'il apporte dans le jeu. Moi j'ai été critique avec lui, bah, je change pas d'avis juste parce qu'il est blessé tout ça, mais ça reste le meilleur buteur de l'équipe et ça il faut pas non plus le sous-estimer. C'est un joueur qui marque tout au long de la saison et qui est quand même assez important, c'est un poids lourd du vestiaire quoi, c'est un leader. Donc même si on aimerait qu'il soit un petit peu mieux sur le terrain, qu'il joue un petit peu mieux, un petit peu différemment par moment, bah son absence quand même elle va se faire remarquer je pense. Tu peux pas ne pas remarquer l'absence du meilleur buteur de ton équipe. Maintenant Ferran Torres, il a prouvé qu'il pouvait faire un petit peu le taf. De là à être confiant avec Ferran Torres en pointe à la place de Lewandowski dans des grands matchs type Classico en finale ou match de Ligue des Champions contre l'Inter, je sais pas. Il y a aussi Dani Olmo, la question se pose, Dani Olmo en faux neuf. Oui, moi j'ai milité pour avoir Dani Olmo en faux neuf. Le problème avec Dani Olmo, vous le savez très bien ce que c'est que tu le mets un match, ça va être bien. Tu le mets deux matchs, au deuxième match il se blesse et il part pour 3-4 semaines. Donc le problème avec Olmo c'est qu'on physiquement on peut pas compter vraiment sur lui. Donc moi si Dani Olmo il se blessait jamais, que voilà tout allait bien dans la vie, je vous dirais bah Dani Olmo on l'installe en faux neuf, pourquoi pas tu vois. Il va pouvoir enchaîner, apporter, tu mets Ferran Torres de temps en temps aussi, tu fais une rotation entre les deux. Mais Dani Olmo tu peux pas compter sur lui en tant que titulaire indiscutable. Parce que à tout moment tu sais qu'il va partir sur blessure. Donc Ferran Torres, il reste que Ferran Torres, c'est peut-être le moment aussi de Pau Vitor de se montrer un petit peu plus. Il est rentré là dans le dernier match. Bon, on l'a pas trop vu, voilà, c'était un peu un match, tout le monde était en attaque, bon voilà. Mais je demande à voir aussi Pau Vitor, peut-être qu'il va se révéler. Voilà. Mais Ferran Torres, oui, Ferran Torres, j'ai confiance au joueur, je sais qu'il peut apporter. Maintenant, c'est pas un mec comme Robert Lewandowski, quoi. Hein. Ça n'a pas le même poids dans des grandes affiches, quoi. Logique. Ensuite, il y a Grenat Bleu qui dit salut café, salut frérot. J'ai trouvé Gérard Martin beaucoup moins inquiétant que contre Dortmund de mon côté. Moins de pertes de balles flagrantes, ses appels étaient mieux, il ne faisait pas grand chose du ballon, mais ça c'est sûr. Mais n'était pas mauvais, pourquoi as-tu trouvé l'inverse? Ben, moi j'ai trouvé qu'il a été très mauvais techniquement. Beaucoup de pertes de balles assez bêtes par des contrôles, tout ça, quand il était proche de la touche, des contrôles un petit peu approximatifs. J'ai trouvé qu'il a été moins intéressant dans les sorties de balles. Et surtout, là où j'ai été un petit peu plus clément avec Gérard, c'est que un match contre Dortmund avec le contexte qui allait avec, c'est-à-dire un Dortmund qui devait remonter de 4 buts et qui était en folie chez eux, avec un match à domicile contre le Celta Vigo, même si le Celta Vigo ils sont assez en forme en ce moment, ça reste le Celta Vigo. Donc faire un match moyen contre Dortmund et faire un match moyen, on va rester sur le moyen. Mais imagine, match moyen contre Dortmund ou match moyen contre le Celta, je vais être un petit peu plus critique avec le match moyen contre le Celta, parce que normalement il devrait être un peu mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fort, on va dire entre guillemets. Il devrait faire normalement une meilleure perf contre le Celta Vigo. Celta Vigo qui a pas fait un pressing intense. Dortmund, il faisait un pressing. Il y avait quand même une équipe qui avait la dalle, tu vois. Donc voilà pourquoi je suis beaucoup moins satisfait. Puis parce que son match à Gérard, il était quand même pas fameux. Le problème, c'est pas qu'il a été mauvais. Enfin, un peu, mais je veux dire, on n'a pas pris des buts de son côté parce qu'il a fait un mauvais match. On a pris des buts de son côté parce qu'il n'a pas la vitesse pour gagner les duels, rattraper ses adversaires. C'est ancré en lui. Il n'a pas cette vitesse-là. Donc s'il y a un mec plus rapide que lui sur son aile, il va se faire bouffer à chaque fois. C'est comme ça, c'est le joueur qui est comme ça, il peut pas courir plus vite, malheureusement. Ensuite, on a Yuva qui dit dans les 2 derniers matchs, les adversaires nous attaquent par la gauche et GG a montré ses limites aujourd'hui, que des passes en retrait. Je pense que c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Oui, pourquoi pas mettre un Hector Ford, voire même une défense à 3 inquiétant, le GG. Oui, bah après les gars, hein, c'est pas nouveau. On va pas dire wow, Gérard Martin, qu'est-ce qui se passe? On s'attendait à un crack ultime et il fait peur.
Oui, Gérard Martin fait peur, les gars. Il n'a pas le niveau de l'équipe première d'être titulaire, disons. Puis même, il a, en termes de profil, de qualité, c'est pas un joueur qui est censé être dans la rotation, ni même titulaire au Barça, ça c'est sûr. C'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut lui tomber dessus parce que il n'a pas le niveau? C'est comme ça, mais on a que ça. Tu vois, après on a Héctor Fort, évidemment. Il y a le choix entre Héctor Fort et Gérard Martin. Le coach a choisi Gérard Martin. Je sais pas trop pourquoi, je vous avoue, mais c'est un choix. Peut-être qu'il considère que physiquement, Gérard Martin peut répéter plus les efforts que Héctor Fort. Je vois que ça. Mais voilà, après, dans concernant les pertes de balles, oui, Gérard Martin est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Il en a perdu 16, je crois, et Rafinha aussi. 16 chacun. Et derrière, il y a, je crois qu'il y a Inigo Martinez qui en a perdu pas mal aussi, 15. Mais bon, plus le joueur... les pertes de balles, à la limite, c'est pas très grave. Ça dépend où elles arrivent. Par exemple, pour Rafinha, perdre des ballons, c'est moins grave parce que c'est un attaquant, donc il est censé provoquer. Pour un défenseur, les pertes de balles, c'est un peu plus grave parce que il est censé être apporter de la sécurité, tu vois. Maintenant, il y a les pertes de balles. Bon, Gérard Martin aussi est un latéral, donc il joue quand même assez haut. Ça dépend les pertes de balles. Si tu as des pertes de balles quand tu vas oser prendre des risques, ou si tu as une perte de balles à la con parce que tu sais pas faire un contrôle, c'est pas la même, tu vois. C'est pas la même chose. Donc faut voir, mais oui, ça a été le joueur qui a perdu le plus de ballons. Maintenant, dans les 2 derniers matchs, on nous attaque côté GG, les gars. On nous attaque tout le temps sur les côtés. C'est notre point faible. J'en ai déjà parlé en début de saison, on l'a vu dans l'analyse juste avant, mais les équipes ont tendance à passer par les côtés. C'est ce qu'ils font souvent, et c'est ce qu'ils avaient fait en début de saison, je l'avais déjà dit, mais contre le Bayern. Quand on avait joué contre le Bayern avait essayé de faire la même chose, c'est-à-dire faire des appels en passant par les côtés, et pour finir aussi par faire un centre dans l'axe. C'est ce qui nous avait coûté des buts aussi contre l'Atlético Madrid, avec Sorloth par exemple qui était hors jeu de base, il faisait la course, l'alignement défensif, les défenseurs s'arrêtaient pour s'aligner, pour jouer le hors-jeu, et Sorloth était hors-jeu. Donc hier, Borja Iglesias était hors-jeu. Et après, on passe par les côtés, tac, donc contre l'Atlético c'était plus Koundé, contre le Bayern ou le Real Madrid c'était plus côté Baldé, donc tu vois il n'y avait pas Gérard Martin mais ça passait quand même sur la gauche, peu importe, de toute façon soit ça passe sur la gauche, soit ça passe sur la droite les gars, c'est un coup sur deux, c'est comme ça, et ça passe sur le côté et ça centre pour le gars qui n'est plus hors jeu, à partir du moment où le gars est à son niveau, et c'est comme ça qu'on a pris c'était le premier but je crois contre le Celta. Donc est-ce qu'ils attaquent sur la gauche? Oui, de toute façon notre point faible, c'est plus facile de passer côté gauche avec Gérard Martin que côté droit, mais c'est surtout ça se voit plus quand c'est le côté gauche parce que Koundé défend mieux et plus fort défensivement. Donc les types les adversaires ils vont passer le côté droit, enfin de notre côté droit, côté Koundé, et ça va être moins visible on va dire, mais c'est déjà arrivé plein de fois sur les derniers matchs. Ils passent des 2 côtés les gars. C'est juste que Gérard Martin on le voit direct parce que c'est plus dangereux. Et puis on a pris des buts de ce côté-là. Contre Dortmund, on a pris un but où il y a un débordement. Là, il y a pareil, il y a un centre, et tout ça, débordement. Voilà, si on avait pris que des buts côté Koundé, je sais pas si on aurait dit la même chose, mais c'est juste logique. Ensuite, il y a Moho qui dit « Salut Café, salut frérot, j'espère que ça va bien. » Ça va, oui. Je voulais avoir un peu ton avis sur la défense de ces derniers jours. 6 buts en 2 matchs, c'est chaud. Des espaces, trous archi inquiétants face au Celta, face à des blocs offensifs comme le Real ou le PSG. On va déjà jouer l'Inter, les gars. On n'est pas encore... Ça t'inquiète un peu ou pas du tout? Oui, ça m'inquiète un peu quand même. Après, cette défense-là, elle a pris des risques toute la saison et ça a fonctionné. Pourquoi là, on encaisse beaucoup? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de fraîcheur. Il y a eu pas mal d'erreurs individuelles aussi, hier, contre le Celta. Pas mal d'erreurs individuelles avec le ballon de Frenkie où il veut dégager, ou je sais pas s'il veut dégager ou faire un contrôle, mais il se loupe. C'est même le premier but. La sortie de Chesney, c'est une petite erreur aussi. Donc je sais pas si c'est... évidemment que oui, ça peut être inquiétant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu comme ça, il y a eu des attaques où les mecs étaient à la limite du hors-jeu ou quoi, pendant toute la saison. Et à chaque fois, ça nous a fait des petites frayeurs. Mais à chaque fois, le mec soit était hors-jeu, soit il y avait un bon retour défensif, ou tu vois, il n'y avait pas d'erreurs trop défensives. Là, il y en a eu pas mal. Sur les 3 buts, il y a 2 erreurs individuelles en vrai. Si De Jong il dégage dans le ballon, il n'y a jamais but, tu vois. Si Chesney il sort bien, bon voilà, c'est comme ça, mais si Chesney sort bien, il touche le ballon, il le pousse, il n'y a pas but non plus, tu vois. Bah, peut-être qu'ils auraient marqué quand même 3 buts, mais en tout cas, tu vois quoi. Donc je sais pas si vraiment faut s'inquiéter, parce que concrètement, c'est comme ça depuis le début de saison, les gars. Ce Barça-là joue de manière très risquée, avec un bloc très haut, tout le monde en attaque, mais ça donne des contre-attaques comme ça où oui, il n'y a pas grand monde. Et quand il faut faire des retours défensifs, ne pas avoir Baldé qui cavale à 2000 à l'heure, c'est un peu plus compliqué, effectivement. C'est sûr, donc est-ce qu'on peut jouer toujours comme ça, même sans avoir un mec comme Baldé? Ça, c'est une bonne question.
Je sais pas. Ensuite, il y a Jean-Luc qui dit salut café, salut frérot, penses-tu que Szczesny a été fragilisé par le retour des déclarations, enfin par le retour et les déclarations de Ter Stegen? Je le trouve pas mal fébrile récemment. Franchement non. Non. Je pense qu'il n'y a pas de ça. Pas de ça chez nous. En vrai de vrai, je pense qu'il y a une discussion dans les vestiaires. Je pense que Szczesny il a une discussion avec Flick. Je pense que Flick a une discussion avec Ter Stegen. Et je pense que Szczesny c'est le titulaire jusqu'à la fin de la saison. Ils veulent même le garder, le prolonger pour la saison prochaine. Et je pense pas que ce soit pour qui cire le banc. Donc, à voir comment ça va se passer avec Ter Stegen, mais là l'avantage est à Szczesny. Ter Stegen il a beau faire des déclarations comme il veut, en début de saison quand on avait Ter Stegen on était encore plus fébrile défensivement. Depuis qu'il y a Szczesny qui est installé dans les cages, c'est quand même un peu mieux. Avantage Szczesny. Ensuite il y a Gabriel qui dit salut frérot, salut frérot, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, hein, tranquille, et toi? Avec la blessure de Lewandowski, tu penses qu'on devrait jouer avec Ferran en 9 et Olmo en 10 ou bien avec un milieu composé de Gavi, Frenkie et Pedri et Olmo en faux 9? Pas avec un 10, mais bon, bref, je vois ce que tu veux dire. Au milieu, quoi. Je sais pas, en vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Olmo, c'est compliqué de pouvoir compter sur lui. Je pense qu'il faut alterner entre Olmo et Ferran. Maintenant, c'est vrai que Olmo est quand même assez indispensable aussi dans cette attaque. Parce que quand Lamine n'est pas en forme pour provoquer, pour créer des occasions par le dribble, faire des différences comme ça, c'est là que Olmo entre en scène et est hyper important. Et c'est pour ça que les deux hier, c'est pour ça qu'on a réussi à renverser le match, parce que on a Dani Olmo et Lamine Yamal qui sont rentrés en même temps et qui sont deux joueurs différentiels. D'un coup comme ça. Hop, on n'a pas trop de joueurs différentiels, on n'en avait pas sur le terrain concrètement. Rafinha c'est un joueur de profondeur, un joueur d'appel, tout ça. Lewandowski, bon voilà, c'est un 9. Ferran Torres c'est pareil, c'est un joueur de profondeur, d'appel, de déplacement, mais c'est pas un joueur qui va dribbler. Pedri, il manie un petit peu le ballon, la pelota c'est bien, mais c'est pas un dribbleur, il va pas provoquer non plus, il fait plus le jeu. Donc on n'avait pas de... Il y avait Fermin aussi, mais c'est pareil, Fermin c'est un joueur d'espace, de profondeur, d'appel, de déplacement, mais c'est pas un joueur vraiment qui va être bon dans les petits espaces, même si la dernière fois il a fait une dinguerie là, c'était contre Dortmund où il passe tout le monde là, c'était une folie. Je sais plus si c'était Dortmund, bref on s'en fout, mais en gros voilà, c'est pas des joueurs qui vont faire des différences balle au pied, alors que Lamine Yamal totalement et Dani Olmo totalement, donc les deux qui sont rentrés ça a fait une différence folle directe. Donc maintenant est-ce qu'il faut mettre Dani Olmo en faux 9, tout ça je sais pas, comme je l'ai dit, je sais pas si on pourra compter sur lui, c'est risqué, mais je partirais quand même sur un Dani Olmo faux 9, oui Gavi au milieu avec Pedri, Frenkie, ça me paraît être un bel équilibre au milieu aussi, c'est pas mal. Gavi qui est moins porté vers l'avant, Olmo qui descendra un peu faux 9 pour apporter, tu vois, au milieu, un plus que ce que Pedri ou Frenkie peuvent apporter. Gavi c'est pas forcément un créateur, ça va être plus un mec qui va être très bon dans le pressing, il va être là en soutien toujours pour se proposer, pour proposer une solution, jouer dans les pieds, mais après ça va être aussi un joueur très bon dans le contre-pressing et le pressing tout court. Donc ça va équilibrer un peu les choses. De Jong qui est un peu plus agressif, Pedri qui récupère beaucoup de ballons, Gavi qui est un bulldog au milieu, avec Olmo en faux 9, tout ça, ouais, ça peut être sympa. Maintenant, comme je l'ai dit, Olmo, c'est une interrogation, un mystère. Ensuite, question de Barça06 qui dit salut café, salut Barça06. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'arrive pas à gagner si Lamine n'est pas sur le terrain? Bah bon, tout d'abord, on a perdu contre Dortmund, il était sur le terrain. Bon, ça c'est un fait, c'est pas... Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est logique, en fait. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Tout comme quand Pedri n'est pas sur le terrain, tu vois que le Barça ne tourne pas rond, n'arrive pas à bien jouer. C'est normal, c'est le chef d'orchestre de l'équipe. Et tout comme Lamine Yamal quand il n'est pas sur le terrain, c'est le danger numéro 1. C'est le créateur de danger numéro 1 du Barça. Donc quand il n'est pas sur le terrain, bah évidemment, il se passe moins de choses. Les adversaires ont moins peur, la défense recule moins parce qu'il n'y a pas de dribbleur un peu foufou, tu vois. Que quand tu t'attends à te faire dribbler, à te faire mélanger dans tous les sens, bah t'as un peu plus peur, tu vas reculer, tu vois. C'est comme à l'époque quand il y avait Dembélé sur le terrain, c'était différent d'avoir rien qu'un joueur comme ça en fait qui va créer du danger, apporter du danger par les dribbles. Bah rien que le fait qu'il soit sur le terrain, ça change déjà la physionomie du match. Parce que les défenses adverses, elles craignent un petit peu plus le joueur. Que tu vas être moins craintif quand tu vas voir Ferran Torres ou même Rafinha, tu vois, il est bon Rafinha, mais c'est pas un dribbleur. Ouais, ça change le match, c'est évident. C'est les joueurs comme ça, les deux joueurs les plus importants offensivement pour le Barça, c'est Lamine Yamal et Pedri, je trouve, dans le jeu, quoi. Après, Rafinha est très important aussi, et même Lewandowski, il a mis beaucoup de buts, mais Rafinha, très important, encore une fois, hier contre le Celta, où ça va être un joueur quand même très décisif dans les résultats, par les buts, tout ça. Très efficace. Ensuite, il y a Amine qui dit oulala, la crise cardiaque. J'avoue. Ce type de péno démontre l'importance d'Olmo.
Ouais, c'est un mec qui va créer du danger à partir de pas grand chose. Hein. Et encore, heureusement que la VAR existe, hein. Franchement. Il se fait shooter dans la cheville, mais non. Heureusement, ouais, l'arbitre est allé voir la VAR, et puis voilà. Mais oui, ça démontre l'importance d'Olmo. Il est dans les petits espaces, c'est un poison. Il va toujours s'infiltrer comme ça, comme sur son but. Sur son but, il fait son petit appel comme ça. Il y a la petite passe de Rafinha qui est très belle en plus. Puis il frappe, voilà, il marque. C'est magnifique en vrai. C'est magnifique. Olmo est un joueur très important. Je sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, mais très oublié souvent dans son importance. Est un peu oublié dans l'équipe parce que c'est à cause de lui, c'est parce qu'il est tout le temps blessé, tu vois. On va dire à cause de son corps, disons. Mais ça reste un joueur qui est fondamental à l'équipe. En vrai, un Barça avec et sans Dani Olmo, c'est quand même un peu différent. Maintenant, il est pas forcément régulier, un peu irrégulier toute la saison. Oui, à cause de ses blessures. Parce qu'il est jamais, on dirait qu'il est jamais à 100%, il va faire un match exceptionnel, puis le match d'après, tu le sens qu'il va être un peu en dessous, tu te dis, ah c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et le match d'après, il se blesse. Ah bah c'était pour ça. Donc c'est dommage qu'un joueur aussi talentueux comme ça soit aussi peu régulier, soit aussi autant embêté par les blessures, mais il va y avoir un truc spécial avec lui, une préparation spéciale l'été prochain et tout, j'espère que ça fera comme Pedri, ça fonctionnera bien, ça serait magnifique. Ensuite il y a Gauthier qui dit, est-ce qu'on peut parler du péno, du titre potentiellement? Ouais j'avoue, mais cette victoire là elle est très importante, tu reviens un peu d'entre les morts comme ça, c'est important. C'est important. Est-ce que j'étais serein à 3-1? Non, j'étais pas serein. Bah, le Barça, il jouait... en vrai, quand je les ai vus se réveiller, je me suis dit, ouais, il y a moyen, c'est bon. C'est bon, je pense que ça peut le faire. Je crois qu'ils ont mis le deuxième et j'ai dû tweeter un truc dans le genre la fin de match va être folle et tout. Quand ils ont mis le 3-2, je me suis dit ouais, je pense qu'on peut gagner. Ouais. J'y ai cru parce qu'on l'a déjà fait cette saison plusieurs fois. Le Barça, t'as l'impression qu'à chaque fois ils reviennent un peu d'entre les morts. Donc tu les sens capables en fait. Tu les sens capables quand ils ont vraiment envie de revenir, tu sens que ouais, ils peuvent le faire. Et c'est ce que j'ai senti quand j'ai vu le match. Avant le 3-1, on prend le 3-1, je me suis dit ouais, c'est une catastrophe. L'équipe elle joue pas, tout ça, ça va être compliqué d'aller gagner. Peut-être aller chercher le nul, mais j'y croyais pas trop. Mais après je les ai vus vraiment se réveiller. Et vraiment là, tu voyais que ça y est, ils sont réveillés. Vas-y les gars, on va aller chercher la victoire. Comme je l'ai dit dans le débrief, c'est un peu dommage de devoir prendre 3 buts pour se réveiller, les gars. C'est pas normal, tu vois qu'ils sont capables du coup d'éteindre n'importe qui, mais ils attendent d'en prendre 3 pour appuyer sur le bouton destruction, tu vois. C'est dommage, c'est franchement... après je comprends, il faut gérer son physique et tout ça, gérer les efforts parce que la fin de saison elle va être éprouvante. Mais je suis pas sûr que ça soit bon de jouer tranquille et de devoir aller puiser après dans ton énergie pour aller chercher la victoire à la dernière minute, plutôt que d'aller chercher la victoire direct, tu vois. Tu donnes tout en une mi-temps, tu plies le match et après t'es tranquille. Après c'est facile à dire, évidemment, je le sais. Ensuite il y a Tony Steady qui dit encore une fois, on se complique le match à nous seuls, notre premier ennemi cette saison c'est nous. Bah ennemi je sais pas, mais adversaire tu veux dire. Oui, notre principal adversaire, j'ai l'impression que c'est nous parce que oui... Bah pour le moment, c'est à chaque fois qu'on a affronté des équipes cette saison, dans les gros matchs, je veux dire, que ce soit le Real, le Bayern, Dortmund, l'Atlético Madrid, bref, dans les gros matchs, généralement, on a pris le dessus. Même s'il y a eu quelques défaites, évidemment, Dortmund, Atlético Madrid, mais même Benfica, c'était des gros matchs, des grosses affiches, et à chaque fois, on est sorti vainqueur. Et t'as l'impression que oui, c'est un peu nous-mêmes, mais pour plusieurs raisons. C'est notre façon de jouer qui est risquée, qui fait qu'il y a possibilité qu'on se prenne des buts. Des fois, le Barça, tu sens qu'il manque un petit peu de fin, peut-être comme là, contre le Celta, tu vois, où on démarre le match tranquillou, on met le premier but, et après, on est là, tranquille, ouais. On est en balade, tu vois. Puis après, on prend 3 buts, et puis là, on se réveille. Mais oui, notre premier adversaire, c'est nous. C'est notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Parce que les adversaires en face sont pas assez bons. Mais si le Barça vraiment joue sérieusement, joue à fond tous ces matchs, je sais pas s'il y a une équipe plus forte que nous. Et maintenant, attention, je pense qu'on va avoir énormément de mal contre l'Inter. Et énormément de mal si on passe l'Inter, que ce soit le PSG ou Arsenal. Le PSG est un prétendant. Franchement, déjà passons contre l'Inter, tu vois. Après on verra, mais très très fort. Maintenant, c'est vrai que le calendrier aussi est un ennemi. Le calendrier est un bel ennemi. On enchaîne les matchs, on perd des joueurs. On a perdu Olmo, il vient de revenir. Ok. On vient de perdre Lewandowski, Baldé. Voilà, on a perdu Casado il n'y a pas si longtemps. On perd petit à petit des joueurs.
On continue les victoires, l'enchaînement c'est bien, mais jusqu'à quand est-ce que ça va suffire les joueurs qu'on a là? Il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc, quoi. Même en attaque, tu peux pas faire souffler Lamine, sinon il n'y a pas de danger sur le terrain. Sur le banc, personne ne peut remplacer Lamine. Rafinha, c'est un peu pareil aussi. Tu enlèves Rafinha, tu mets... alors tu peux mettre peut-être Ferran Torres, mais il va pas t'apporter autant qu'un Rafinha dans le pressing, dans l'activité, l'agressivité. Enfin, Rafinha, il déploie une énergie folle sur le terrain et il est difficilement remplaçable aussi, Rafinha. Donc ça va être difficile cette fin de saison, en vrai. Ensuite, il y a Andy qui dit si le Barça réalise le triplé, Rafinha peut être considéré comme une légende du Barça. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, moi c'est pas moi qui donne les titres de légende. C'est un peu bizarre, un joueur il devient une légende parce qu'il a fait une bonne saison, une très grande saison certes, mais une saison. Tu deviens une légende. Alors tous les joueurs de l'équipe sont des légendes. Gérard Martin aussi, parce qu'il a participé à la saison. Non, je dirais que non, je pense pas. Quand on regarde les légendes du Barça, les gars quand même, c'est des mecs qui ont performé au très haut niveau pendant un petit moment quand même. Voilà, c'est Xavi, des Iniesta, des Puyol, des Busquets, des Messi. Évidemment, si on considère que Neymar par exemple n'est pas une légende du Barça, ce qui est le cas, hein, je pense qu'il y en a pas mal qui ne le considèrent pas comme une légende. De fait, aussi qu'il soit parti comme ça aussi, mais Neymar, enfin voilà. Neymar il a fait le triplé aussi, il a vraiment fait des saisons exceptionnelles au Barça. Pourtant il n'est pas considéré comme une légende. Donc Rafinha, non, je pense pas. Faudrait qu'il fasse ces saisons là où qu'il soit performant vraiment sur plusieurs années, tu vois. Là on pourra peut-être parler de légende, mais là non, je pense pas du tout même. Ensuite il y a Jules qui dit salut café, salut. En dessous, Fort et Ferran frustrés de Fleet, je suis surpris du comportement des deux premiers. Mais pour Ferran, je comprends, il était bon et frais et pourtant il sort. J'ai pas vu concernant Ferran, je vous avoue. Après, voilà, c'est bon. C'est le choix du coach, tu vois. Après, c'est comme ça. C'est le coach qui décide. Après, bon, les joueurs, ils sont frustrés de pas jouer. Ça, je comprends très bien. Frustrés de sortir. Bah ouais, tu peux être un petit peu frustré. Maintenant, bon, en vrai, j'ai pas vu concernant Ferran. J'ai pas vu les images. J'ai vu que en dessous et Forte. Forte, en fait, Forte, j'ai même pas vu. Non, j'ai appris après que Forte était pas content, machin. Mais ce que j'ai vu, c'est surtout les images d'Ansu Fati qui shoot dans des trucs, dans les glacières là. Donc ça, c'est pas une image folle en vrai. C'est pas une image folle. Tu convaincs pas forcément à l'entraînement. Tu peux pas faire rentrer tout le monde. Et encore, maintenant, t'as le droit à 5 changements, c'est bien, mais t'as des joueurs. Il y en a, ils se posaient la question, mais pourquoi Gavi est rentré à la place de Lewandowski? C'est évident. On l'a vu sur le terrain de toute façon. Tu vois les changements. Au début, tu te demandes le changement. Ah, pourquoi il fait ça? Bon, pour certains qui captent un petit peu plus vite, disons, ils vont comprendre direct. Ils vont dire, ah bah Olmo il va passer x9, tu vois, logique. Et il y en a, il faut qu'ils attendent de voir, mais après que tu vois, Gavi il rentre sur le terrain, il joue au milieu, Pedri, Frenkie, Gavi, et en attaque, t'avais Olmo x9. Ça a plutôt bien servi, parce il nous a offert un penalty, c'est pour ça qu'on a gagné le match. Mais c'est comme ça, ce sont des choix de coach. Maintenant, Ansu Fati, s'il convainc pas déjà à l'entraînement, il convainc pas le coach. Si en plus de ça, s'il rentre pas, il a une attitude comme ça, c'est pas ouf. Hein. Franchement, c'est pas ouf, je trouve. Après, je comprends qu'il soit frustré et tout ça, mais de le montrer comme ça, tu sais que ça va faire du bruit en fait en Espagne. Surtout en Espagne, les mecs sont fous. C'est le moindre truc et enfin ça va faire un bruit fou dans les médias, tout ça. Les journalistes, ils vont parler que de ça. Et même, regardez, on est le lendemain du match, il y en a beaucoup qui parlent que de ça. C'est parce que c'est relayé de fou. Tu vois, donc le joueur sait déjà, il est en Espagne depuis assez longtemps pour savoir que ça va faire un bruit monstre. Et pourtant, voilà, il laisse ses émotions comme ça prendre le dessus. C'est triste parce que si ça se trouve, il jouera plus du tout. En vrai, moi, tu me fais une réaction comme ça, je suis coach, pas ouf. Pas ouf. C'est pas une dictature, t'as vu, mais tranquille, tu vois. T'es le coach, t'as des choix à faire, tout ça, et t'as un joueur qui agit comme ça. Bon, alors que tu l'as un petit peu chouchouté, tu lui as dit bon, bah frérot, tu joueras pas, ça serait bien que tu partes. Le gars, il veut rester. Non, je reste. Bon, ok, mais t'auras pas trop de temps de jeu. Et puis tu lui donnes pas de temps de jeu, il agit comme ça. Oh, frérot, calma, parce que tu vas plus jamais rentrer sur le terrain, tu vois. Donc c'est pas ouf d'agir comme ça. Maintenant, encore une fois, comme je le dis, je comprends qu'il soit énervé. Mais s'il doit être énervé contre quelqu'un, c'est contre lui-même avant tout. Parce que si ton coach te dit que il est pas tout le temps à 100% aux entraînements, qu'il montre pas tout le temps les trucs, voilà.
Et moi je l'ai dit la dernière fois, j'étais un petit peu critique avec Ansu Fati, enfin un petit peu critique, j'ai juste donné mon avis sur mon ressenti sur son entrée face à Dortmund au match aller, et j'avais dit qu'il avait pas été phénoménal. On m'avait dit ouais mais non mais attends, il peut pas être phénoménal en 5 minutes. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis il a pas été phénoménal, c'est dans le sens où il a été lambda quoi, il est rentré sur le terrain et moi je l'ai pas vu extrêmement comment dire ça, il courait pas partout faire du pressing, il avait pas faim en fait. Dans son attitude, tu voyais qu'il avait pas la dalle. Et le mec il joue jamais. Moi je joue jamais, je rentre, je donne ma vie, je joue 5 minutes, je vais donner ma vie. Je vais être épuisé comme si j'avais joué 90 minutes. Je vais courir dans tous les sens pour mettre un pressing de malade mental. Et puis voilà, mais c'est pas ce qu'on a vu. Quand t'es un mec comme Pau Vitor qui rentre, ou même Pablo Torre, quand il rentre quelques minutes, tu vois les mecs, ils ont la dalle direct. Ils font un pressing dès à la perte de balle, ils sont là en train de courir comme des oufs, en train de mettre un pressing de fou. Ansu Fati, c'était pas le cas, tu vois. Et donc voilà, c'est compliqué. Quand ton attitude, elle colle pas, si en plus derrière, tu vois, t'es pas content, t'es frustré, tu fais des gestes d'humeur comme ça va pas passer pour le coach. Donc je comprends Ansu Fati, mais je comprendrais aussi que le coach se dise bah frérot, c'est fini avec cette attitude là, tu peux t'en aller, tu vois. Moi je le comprendrais très bien ça. C'est dommage. Je sais pas si l'histoire Ansu Fati Barça s'arrête là, mais peut-être que le réveil était un petit peu tardif. Peut-être qu'il fallait être sérieux, je sais pas, je comprends pas. Mais si tous les coachs qu'il a, il le critiquent un petit peu et qu'ils sentent qu'il est pas investi à fond, c'est qu'il y a bien une raison, que le problème vient pas forcément du coach, tu vois. Parce qu'il y en avait qui disaient ouais c'est de la faute de Xavi s'il joue pas. Il est parti en prêt à Brighton, c'était pas non plus la folie avec De Zerbi. Donc bon là on n'a pas trop entendu grand chose. Et puis après il revient au Barça, on se dit bon Flick il va en faire une machine de guerre et au final il joue pas. Donc est-ce que c'est toujours de la faute du coach ou est-ce que c'est la faute du joueur au bout d'un moment? Faut se remettre en question pour le joueur aussi. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour la FAQ, merci pour vos questions. On s'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Majorque. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, un très bon week-end, fin de week-end, voilà. Ciao, à demain.